Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné où chaque dimanche matin, je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, c'est ma fête! Alors, j'ai décidé de vous parler de mes livres préférés de tous les temps. Bonjour! Ben oui, c'est ma fête. Je suis née un beau 18 novembre, il y a de cela quelques années, je dirais pas combien. Et comme j'aime tant lire et que j'avais envie de me faire plaisir un petit peu, j'ai envie de vous présenter les livres que je lis et que je relis fréquemment, mes préférés de tous les temps. Et j'en ai 6. Alors, on commence tout de suite. Je vais y aller par ordre chronologique, pas l'ordre chronologique dans lequel je les ai découverts, mais plutôt leur ordre chronologique de publication. Et ça commence bien parce qu'on commence avec mon top 1 de tous les temps. Je suis pas vraiment capable de classer mes livres préférés en ordre vraiment là, de 1 à 5 ou 1 à 6, mais j'en ai un top 1 et c'est Orgueil et préjugés de Jane Austen. Alors ici, j'ai les œuvres complètes de Jane Austen en anglais. Pride and Prejudice a été publié pour la première fois en 1815, donc on parle d'il y a plus de 200 ans maintenant, et ça demeure un excellent roman. Si vous n'avez jamais lu Orgueil et préjugés, s'il vous plaît, garochez-vous, allez lire ça, c'est mordant, c'est drôle. Personnellement, j'ai découvert ce roman-là grâce à la série de la BBC Pride and Prejudice, Orgueil et préjugés. C'est une série de 6 épisodes que je regardais à la télé avec ma mère quand j'étais adolescente. C'est quoi Pride and Prejudice, Orgueil et préjugés? Ben, c'est l'histoire d'Elizabeth Bennet, Lady, qui vit dans cette époque-là, dans les années 1800, c'est-à-dire l'époque victorienne, et qui vient d'une famille où il n'y a que des filles. Elles sont 5 filles. Sont pas pauvres, mais sont loin d'être riches. Et elles se doivent de faire un bon mariage si elles veulent bien vivre. Et le problème, c'est que vu qu'elles n'ont pas de frères, leur maison familiale et la fortune familiale, en fait la fortune de leur père, va s'en aller à un héritier mâle, plus loin là, dans la ligne, un genre de petit cousin à quelque part. Et elles vont se retrouver avec rien pantoute. C'était vraiment comme ça que ça fonctionnait. Heureusement, on n'est plus en 1815. Mais donc, on rencontre les personnages d'Elizabeth et de ses 4 sœurs. Les personnages dans Orgueil et préjugés sont savoureux. Sérieusement, la mère, complètement folle. Jane, la sœur aînée, magnifique, adorable. Le père qui est un peu... il s'en fout. Il y a les 2 jeunes sœurs qui sont un peu folles, puis il y en a une autre qui est plus, comment je pourrais dire, l'espèce de nerd, là, la geek de la famille, qui est pas jolie, que personne n'aime, qui a pas de façon. Bref, c'est leur vie, et c'est leur vie dans une espèce de petite campagne où il se passe pas grand-chose, et tout d'un coup, il y a une famille qui vient s'installer dans un domaine de la région, et wow! Comble des joies, 2 hommes célibataires font partie de la famille. Il n'en fallait pas plus pour que la mère, Bennett, veuille que ses filles fassent un mariage avec ces hommes si riches. Et là, il va s'en suivre plein de petits trucs et tout se passe en subtilité. Il y a des pics qui sont donnés, mais c'est donné toujours avec grâce parce qu'ils font partie quand même de la société anglaise. Alors tout se fait un petit peu par en dessous. C'est vraiment, vraiment très bon. C'est romantique, c'est romantique, c'est romantique. Et si vous avez le goût de regarder la série pour le beau Colin Firth, maintenant il est rendu plus vieux, mais toujours aussi beau. Mais franchement, un coup de cœur total. C'est un roman que je relis souvent chaque année ou chaque 2 ans. Ça c'est super bien. C'est fabuleux. J'adore, 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 j'adore Pride and Prejudice, Orgueil et préjugés de Jane Austen. Un autre roman que j'adore, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente quand j'ai fait mon tag d'automne en fait, c'est Anne la maison pignon vert, mais celui que je préfère dans toute la série des Anne, c'est Anne quitte son île. Anne of the Island en anglais, Anne quitte son île en français. C'est le 3e de la série et ça suit Anne un coup qu'elle est rendue, disons, jeune adulte
Elle s'en va à l'université et on suit ses aventures là-bas avec les amis qu'elle se fait là-bas, avec ses amis qu'elle a gardés de Avonlea de sa jeunesse. C'est toujours aussi savoureux. Anne reste elle-même. C'est vraiment un personnage féminin que j'adore. C'est une femme, premièrement, extrêmement intelligente, fonceuse, qui croit en ses rêves. Elle est gentille, elle est jamais mesquine. Elle n'est pas parfaite non plus. Elle fait des gaffes. Des fois, elle juge les gens, puis elle se reprend après. Elle est un peu vaniteuse, donc elle a des défauts, ce qui fait qu'elle semble absolument réelle. Mais c'est surtout une femme qui fait sa place dans un monde où normalement les hommes étaient prédominants. Ça a été publié en 1915, Anne quitte son île, et franchement c'était probablement avant-gardiste parce que Anne vivait avant 1915, parce que je vais vous parler dans 2 petites secondes de Anne Ria d'Ingleside qui suit sa fille et qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. Donc Anne quitte son île, c'est vraiment avant que ça se passe, et elle va à l'université, elle fait son chemin. Elle enseigne aussi. Donc, on retrouve la Anne qu'on connaît avec son imagination débordante, avec les espèces d'anecdotes qu'elle vit, les situations rocambolesques. Et il y a aussi de la romance dans l'air. Alors, je ne vous en dirai pas plus, mais Anne quitte son île, c'est vraiment un de mes préférés de la série. Et le deuxième, celui que je lis le plus souvent après Anne quitte son île, c'est Anne Ria d'Ingleside, qui suit, comme je vous disais il y a 2 petits instants, la plus jeune fille d'Anne, qui s'appelle Ria pour Marilla, Maria pour, dans le fond, la femme qui a élevé Anne. Donc, Rilla ou Ria, tout dépendant de comment vous voulez le prononcer, là, ou Rilla. Je sais pas trop en fait. Moi j'ai toujours dit Rilla dans ma tête, là, mais bon. Alors Rilla, elle est adolescente quand le roman commence. Elle n'est pas du tout comme sa mère. Elle a une personnalité complètement différente. Encore plus vaniteuse, je vous dirais, fière comme personne. Orgueilleuse. Elle ne s'intéresse pas à tout ce qui est littérature, poésie, tout ce qui a trait à l'imagination. Elle est très terre à terre. Et on la suit pendant les années de la Première Guerre mondiale. Premièrement, c'est super intéressant de savoir comment pouvait vivre une famille de femmes, surtout de femmes, parce que les hommes partaient au combat. Donc, comment pouvait vivre une famille de l'île du Prince-Édouard pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est aussi intéressant parce que on reconnaît les personnages, on est avec ces personnages-là depuis 8 livres, c'est la finale de la série, ça conclut extrêmement bien cette saga-là, et c'est romantique aussi, c'est drôle. Je vous recommande fortement, si vous n'avez pas lu la suite dans La Maison Pignon Vert, allez-y, ça vaut la peine. Certains livres sont plus longs que d'autres, mais pour se rendre à Ria d'Ingleside, moi je vous dis, allez-y, ça vaut la peine. Le 3e livre dont je vais vous parler, c'est L'Histoire sans fin de Michael Ende. Alors, L'Histoire sans fin, c'est un roman qui a été publié en 1979 à la base. Je crois que c'est allemand. Ouais, c'est allemand à la base. Puis le titre, ben, je ne m'essayerai même pas à le dire. C'est Dion English. C'est ça. C'est mon bon allemand que vous avez vu. Alors, The Never Ending Story. Quand j'étais enfant, ils ont sorti des films qui s'appelaient L'Histoire sans fin, qui racontaient une partie du roman. C'est ça qui est super intéressant, c'est que moi, je savais que l'histoire existait parce que j'avais vu le film. Puis quand j'ai trouvé le livre à la bibliothèque de mon école secondaire à cette époque-là, dans les années comme 90, j'ai décidé de jeter un œil parce que je m'attendais à avoir quelque chose exactement comme le film. Oh, que je me trompais. Le film est vraiment, mais vraiment, il n'arrive pas à la cheville là, du livre. C'est pas bon le film quand on compare au livre. Le livre est tellement plus complexe, plus complet, c'est fabuleux. Alors, c'est l'histoire de Bastien. Bastien, il a 11 ans et c'est un enfant solitaire, c'est un enfant qui se fait intimider par les autres, c'est un enfant qui n'a pas d'amis. Une journée, il se cache dans une librairie parce qu'il veut se sauver de ses intimidateurs. Il trouve un livre qui s'appelle L'Histoire sans fin. Il s'en va se cacher dans un grenier et il lit l'histoire. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il se sent vraiment pris dans l'histoire comme si on lui parlait à lui et qu'on lui confie une mission. C'est une histoire, dans le fond, où le lecteur rentre dans l'histoire, puis là, il faut que Bastien réalise son plein potentiel.
Dans le film, ça s'arrête là. Bastien réussit à faire son rôle de lecteur dans l'histoire sans fin. On suit des personnages super fantastiques. Il y a un dragon, il y a un dragon volant, il y a un jeune garçon qui s'appelle Atreyu, il y a des marais dangereux. Donc, c'est vraiment une quête avec une petite impératrice qu'il faut sauver. Genre de truc super classique du roman fantastique. Le film s'arrête au moment où Bastien réalise ça. Mais ça, là, c'est vraiment genre la moitié du roman, même pas. Parce que ce qui est intéressant, c'est ce qui vient après, au moment où Bastien entre littéralement dans l'histoire et devient le personnage principal et c'est lui qui vit les aventures dans le monde de l'histoire sans fin. Le monde s'appelle Fantasia et Bastien y entre littéralement et c'est lui qui va se mettre à vivre des aventures dans des contrées complètement folles. En fait, l'imagination de l'auteur est extraordinaire. Les descriptions sont fabuleuses. Il se passe toujours quelque chose. Il y a de l'action. On s'attache aux personnages. Bon, c'est sûr que moi, j'ai lu ce livre-là quand j'étais adolescente. Alors peut-être que si je le découvrais pour la première fois aujourd'hui, je ne sais pas si je l'aimerais autant. Mais ce que je sais, c'est que même si je l'ai relu en tant qu'adulte, j'ai toujours autant aimé. C'est le genre de livre où on se plonge et dont on ne veut pas ressortir. Alors, l'histoire sans fin, c'était le 3e livre dont je voulais vous parler. Sérieusement, allez pas voir le film, lisez-le. On est rendu au 4e livre. Alors, vous savez, parce que vous avez déjà regardé des vidéos de moi, n'est-ce pas? Vous savez que j'ai un amour sans fin pour Harry Potter. Donc, Harry, c'est mon petit chéri d'amour. J'ai lu les Harry Potter au complet dès qu'ils sont sortis. En fait, là, en 98, moi, je les lisais déjà. Mais mon préféré de toute la série... Non, c'est pas vrai. C'est pas mon préféré de toute la série, mais en fait, c'est celui avec lequel je recommence ma lecture de la série chaque fois que j'ai envie de me replonger dans l'univers d'Harry Potter. Et c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Alors, je m'explique. J'aime bien le tome 1 et le tome 2 d'Harry Potter. Ils sont corrects. Mais je trouve que l'écriture de J.K. Rowling a comme pris une coche avec le prisonnier d'Azkaban. Je trouve que le tome 1, donc Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets, est vraiment plus écrit pour des jeunes, donc des enfants, je dirais aux alentours de 10-12 ans, mais qu'avec le prisonnier d'Azkaban, là, on passe à une autre vitesse complètement. C'est à ce moment-là qu'on comprend en tant que lecteur, en tout cas selon moi, là vous avez le droit d'avoir votre opinion puis vous me raconterez tout ça dans les commentaires, mais selon moi, c'est dans ce roman-là qu'on comprend à quel point J.K. Rowling a pensé à son affaire puis que tout ce qu'elle écrit a une raison d'être. Puis qu'elle a vraiment un plan, puis que son plan est grand, complexe et que ça finira pas nécessairement bien. Le prisonnier d'Azkaban, comparé aux deux autres, a une espèce de mood beaucoup plus sombre, plus dangereux. Nos héros vieillissent. Donc, si vous n'avez pas lu encore la série Harry Potter, bien sérieusement, allez-y, pour vrai. Mais dans le 3e livre, on retrouve Harry, qui est toujours un élève à Poudlard, mais là, il se fait suivre par... En fait, il a l'impression d'être victime d'une malédiction parce qu'il voit toujours un gros chien noir partout qui le suit. Puis en même temps, il apprend qu'un homme nommé Sirius Black, qui faisait partie du cercle de Voldemort, s'est évadé de la prison d'Azkaban et serait apparemment à la recherche d'Harry pour le tuer. Alors là, on tombe vraiment dans quelque chose de différent parce que dans le 1er puis dans le 2e livre, on ne voulait pas nécessairement s'attaquer directement à Harry. Oui, il y a eu des plans qui étaient faits par celui dont on ne doit pas prononcer le nom pour revenir ou pour placer des trucs, pour prendre plus de pouvoir, pour reprendre forme et tout, mais c'était pas nécessairement pour s'attaquer directement à Harry. En fait, Harry se sentait pas aussi en danger. Et dans le prisonnier d'Azkaban, on découvre que Harry, là, vraiment, il est en danger. Ça se sent dans l'écriture. Il y a une espèce de climat de peur. C'est juste différent. C'est vraiment différent des deux premiers. Puis je trouve que c'est dans ce roman-là que les lecteurs plus matures peuvent y trouver leur compte. Puis après ça, ça déboule.
Après ça, on a Harry Potter et la Coupe de Feu, qui est aussi super dark avec la fin. Après ça, on a toutes les autres avec ce qui va donner, dans le fond, la grande saga Harry Potter avec la fin finale. Là, je veux vraiment pas dire qu'est-ce qui se passe dans les histoires, malgré que ça fait maintenant des années que ça a été publié, mais peut-être que vous n'avez pas lu puis que vous voulez pas savoir, alors je laisse ça comme ça, mais j'aime relire Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban parce que, ben, aussi Sirius, c'est un de mes personnages préférés. Puis, parce que je trouve que c'est à ce moment-là que la série au complet prend un petit oomph, que je dirais. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est The Name of the Wind de Patrick Rothfuss. Le nom du vent de Patrick Rothfuss, qui a été publié en 2008. La traduction française doit dater de 2008-2009 aussi. Et ça là, mon Dieu. Et tous les romans dont je vous ai parlé aujourd'hui, je les adore, là, je les aime d'amour, sinon je ne les présenterai pas dans mon top de mes livres préférés de tous les temps et en fait des livres que je lis et que je relis. Celui-là, je l'ai découvert après les autres. C'est un roman fantastique et on suit un personnage qui s'appelle Kvothe, qui est super dur à prononcer. Là, c'est K-V-O-T-H-E. Kvothe ou Kvothe, je sais pas. On dirait que personne ne s'entend sur la manière de le prononcer, mais bref. C'est quand même typique, là. On a un jeune qui est un jeune garçon, qui est au début de l'adolescence, qui est extrêmement intelligent, extrêmement débrouillard, extrêmement curieux, qui a aussi des défauts, très orgueilleux, il est très fier, il veut jamais se laisser marcher sur les pieds, il est un peu rancunier, il a un peu l'esprit de vengeance. On suit ce jeune garçon-là qui, par la force des choses, va devenir orphelin. Et là, après ça, on suit son parcours. Puisqu'il est très intelligent, il va réussir à se trouver toujours des gens à suivre qui vont y apprendre des tonnes de choses et il va finalement aller à un genre d'université où il va pouvoir développer ses talents, ses pouvoirs. Mais c'est aussi un monde où il y a une sorte de magie qui existe avec des entités comme des genres de demi-dieux ou des fées. Donc, tout ça fait partie de l'histoire et on lit l'histoire, en fait, du point de vue de Kvothe, donc c'est lui le narrateur. Alors, est-ce que c'est un narrateur fiable ou pas? À vous d'aller lire le livre. Mais c'est lui, plus vieux, qui raconte son histoire à quelqu'un parce qu'en fait, Kvothe est devenu une sorte de légende. Donc, comment, en fait, il est devenu cette légende-là, cet homme-là? Une légende d'un guerrier qui s'est finalement retiré du monde. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il atteigne ce statut aussi haut, aussi connu, aussi reconnu, pour ensuite se rendre à l'homme reclus qu'il est au début du livre? C'est ce qu'on apprend dans le roman. Le premier roman, Le Nom du Vent, The Name of the Wind, ça retrace ses premières années. Donc, le début de son parcours, de son enfance jusqu'à la fin de son adolescence environ. Il y a une suite qui s'appelle The Wise Man's Fear. En français, je ne connais pas le nom, mais je vous mets toutes les informations en bas. Et c'est que c'est tellement, mais tellement, tellement bien écrit, là. On lit ça pour l'impression... Moi, j'avais l'impression de lire une chanson. J'avais l'impression que ça coulait tout seul. C'était comme une rivière, en fait. Un petit ruisseau qui coulait, là. Tu lis, ça se passe tout seul. Tous les mots ont été choisis avec soin. C'est comme une belle pierre polie. Tout a sa raison d'être. Les personnages sont magnifiques, sont complets. L'histoire fait du sens. Kvothe est un personnage parfois sympathique, parfois antipathique, ce qui est parfait parce qu'on y croit. Les gens qui l'entourent, le monde, les royaumes, tout est extrêmement bien expliqué, extrêmement bien décrit, extrêmement bien écrit. C'est un plaisir à lire ce livre-là. Franchement, c'est un de mes préférés pour l'écriture, autant que pour l'histoire. Donc, les livres dont je vais parler précédemment, sont tous extrêmement bons. Il y a certains livres, des fois, on se dit « j'aime beaucoup l'écriture, mais j'aime pas tant l'histoire ». Puis, il y a aussi des livres, on se dit « j'aime beaucoup l'histoire, mais l'écriture, oh boy ». Dans ce cas-ci, l'écriture est fabuleuse, l'histoire est extraordinaire, donc tout va. C'est vraiment un genre de roman que moi, j'ai envie de relire. Je l'ai déjà lu 2 fois parce que
je veux être sûre de rien manquer. Il y a tellement de détails qui sont donnés et je vous le recommande fortement si vous aimez les romans fantastiques. The Name of the Wind, Le nom du vent, de Patrick Rothfuss. C'est ce qui met fin à mon vidéo sur mes livres préférés de tous les temps, les livres que j'aime lire et relire sans arrêt, sans cesse. J'espère que vous avez aimé. Faites-moi un petit pouce en l'air si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Laissez-moi savoir dans les commentaires en bas quels sont vos livres préférés de tous les temps que vous aimez lire et relire. Et si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux, les informations vont suivre dans quelques instants. Toutes les informations sur les livres dont j'ai parlé se retrouvent comme d'habitude dans la boîte de description en bas. Je vous remercie énormément et là, je m'en vais fêter ma fête. Bye bye!